Donc, Poutine, je vous rappelle, année 1990, la Russie donc se métamorphosait en démocratie capitaliste. On a tenté des réformes libérales. La Russie suivait l'Occident. On a tenté de créer une nouvelle bourgeoisie russe. L'expérience a échoué. Années 90, dans la mémoire russe, c'est un nouveau temps des troubles. C'est l'affaissement, l'appauvrissement. Bon. Yeltsin a désigné Poutine comme son successeur, vous le savez, au 31 décembre 1999. Quelle date symbolique. Quand on y songe, n'est-ce pas, au réveillon. Je vous rappelle que 8 ans auparavant, c'est un 25 décembre que Gorbatchev avait prononcé la fin de l'URSS, à Noël. Et là, c'est le réveillon du jour de l'an. Bien. Donc, Poutine donc, a restauré l'autorité et la puissance russe de manière illibérale. Je ne dirais pas antilibérale, mais non libérale, illibérale. D'accord? Alors bien sûr que Poutine a accaparé le pouvoir. Sous-entendu, il y a des élections en Russie. Il y a un pluralisme politique en Russie. Mais quelque part, évidemment, on pourrait dire qu'il n'y a pas pour les concurrents de Poutine une chance égale à Poutine à gagner les élections. Vous connaissez la définition de la démocratie selon Robert Dahl. Une démocratie, c'est un régime dans lequel les opposants ont une chance de gagner les élections. Si les opposants n'ont pas de chance de gagner les élections, bon, c'est une démocratie un peu tronquée. J'entends bien. Bon, voilà. Et par voie de conséquence, donc, restauration de l'autorité de l'État et de la puissance militaire russe, bon, avec le grand projet que je vous disais, l'Union eurasienne. Restaurer, préserver l'hégémonie pan-russe, synonyme d'unité pan-russe de l'Eurasie. Face à quoi? Eh bien, face à ce qui est perçu au Kremlin comme un rollback. Vu du Kremlin, le fait que l'OTAN et l'Union européenne aient avancé vers l'Est, que l'Ouest ait avancé vers l'Est, c'est une menace. Pays d'Europe centrale, pays baltes, et pourquoi pas l'Ukraine, la Géorgie, l'Ukraine, l'ancienne Russe, hein, la Russie de Kiev. Bon. Donc, vous comprenez, qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans? Il y a un grand bras de fer entre la Russie et l'Occident sur les franges ouest de l'ancien empire russe, sur les franges ouest de l'ancienne URSS. Ces mêmes franges ouest qui avaient été occupées par les centraux en 17-18 et occupées par l'armée allemande en 41-44. Il y a toute une mémoire, attention, terrible. Hein. Voilà le grand bras de fer. Ils vont rester dans le giron pan-russe ou ils vont basculer vers l'Occident. Ça, c'est le grand bras de fer. Bien. Pour autant, y a-t-il, je terminerai ici, y a-t-il une guerre froide entre la Russie et l'Occident? Je dirais guerre froide en minuscule. Autrement dit, le bras de fer, bon, accompagné de mille et une formes de mise en œuvre de l'hostilité en dessous du recours à la force armée directe. Il n'y a pas de chars allemands ou américains affrontant des chars russes sur les plaines d'Ukraine, parce qu'il y a quand même le couvercle nucléaire, la dissuasion nucléaire, et puis les 1000 difficultés à recours à la force armée dans nos sociétés individualistes et vieillissantes. Et la Russie, c'est pareil. Hein. Elle est aussi, je ne sais pas si c'est individualiste, la Russie, mais elle est vieillissante. Il ne faut pas s'y tromper. Bon. Donc, guerre froide en minuscule, mais pas guerre froide avec majuscule. Parce qu'après tout, la Russie ne se veut pas universelle des travailleurs. La Russie n'est pas à la tête d'un groupe d'États, comme elle l'était du temps, comme l'URSS l'était du temps du camp socialiste ou du bloc soviétique. La Russie n'offre pas en alternative au système économique et social capitaliste un autre système économique et social. La Russie, comme la Chine populaire, comme l'Inde, participe de la mondialisation marchande communiste. Et donc, bien sûr qu'il y a tout un duel dans ce bras de fer. Il y a la question du dollar. Vous le savez, ça c'est très important. Après l'Iran, depuis 2008, la Russie libelle, vend son gaz et son pétrole. Elle accepte d'autres monnaies que le dollar. Elle porte un coup au dollar. Donc, parce qu'auparavant, avant 2008, le pétrole et le gaz ne s'achetaient qu'avec des dollars. Bon. Et en même temps, la Russie, comme la Chine, produisent de l'or et achètent de l'or dans une perspective de dédollarisation.
Et puis, la Russie et la Chine, avec leurs partenaires des BRICS, songent à créer une devise internationale qui remplacerait le dollar. Bon, ce sont des coups très sérieux, hein. Donc, vous voyez, à nouveau, 2021, il y a trois grands États-continents qui comptent. Bon, alors, à quoi allons-nous assister au XXIe siècle? Est-ce qu'il y aura un jour un duel Amérique-Chine? Bon, je ne sais pas, à voir. Est-ce qu'on finira par à nouveau une unité? On a eu l'unipolarité américaine à peu près de 91 à 2009, je pense. Il y a eu 20 ans de moments unipolaires. Bon, je pense que depuis une dizaine d'années, la multipolarisation l'emporte, même si l'Amérique demeure numéro un militairement, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Vous voyez, donc à nouveau, voilà, je pose une prospective, si vous voulez, hein. 3-2-1, à nouveau 3, bon, quelle sera la suite, hein? Il est clair que la Russie, hein, par rapport à la Chine populaire ou à l'Amérique, est, comment dirais-je, elle est quand même moins forte, hein. Bon, c'est 2% du PIB mondial. Je sais que le concept de PIB est un concept très contestable. Mais enfin bon, 2% du PIB mondial. L'Amérique, c'est 15%, la Chine populaire, c'est 13%, me semble-t-il, hein. Bon, 150 millions d'habitants. L'Amérique, c'est 300 millions. Il est vrai, très divisé. La Chine populaire, c'est 1 milliard 300 millions. Bon, allez-vous me dire, une masse, ce n'est pas forcément une puissance, mais enfin. Voilà. Donc, pour l'instant, vous voyez, dans ce trio, la Russie s'appuie sur la Chine s'appuie sur la Russie, et c'est plutôt face aux États-Unis. Bon, voilà où on en est. Mais ça peut bouger, hein. C'est un trio, c'est un triangle. Donc forcément, c'est mouvant. C'est un peu comme durant l'entre-deux-guerres, années 20, années 30, il y avait un triangle, les Occidentaux, l'Axe, les puissances fascistes, et puis l'URSS, il y avait un triangle. Et puis ça s'est mué en duel antifasciste et pas anticommuniste. Bon, après 1945, un duel communisme-anticommunisme. Ben, voilà, on est en 2021, il y a un triangle, il y a trois puissances, il y a plutôt un duo sino-russe face aux États-Unis, mais après tout, les choses ne sont pas franches. Voilà. Alors, vu de Russie, donc vous savez qu'en Russie, depuis 20 ans, il y a le projet d'Union eurasienne. Et me semble-t-il, l'eurasisme est un courant d'idées et de pensées qui me semble en vogue au Kremlin ou en Russie, hein. Je dirais que l'eurasisme, c'est un petit peu le nationalisme eurasien, si vous voulez, hein. Comme il n'y a pas que des Russes en Russie et qu'il y a des Russes hors de Russie, hein, il est logique qu'il n'y ait pas un nationalisme grand russe au sens exclusif du terme, mais un nationalisme pan-russe, eurasien. Alors, vu l'eurasisme, figurez-vous, on a beaucoup de, en quelque sorte, de sympathie pour les peuples turciques, les peuples de la steppe. Et on apprécierait une grande alliance des peuples slaves et des peuples. Et pourquoi pas donc une association de la Russie et de la Turquie. Tout à l'heure, j'évoquais l'alliance entre ces deux grands révolutionnaires que furent Lénine et Kemal, face à l'Occident d'ailleurs, même si Kemal voulait, après avoir chassé Grecs et Arméniens et après avoir refoulé Italiens, Français et Anglais, il voulait Kemal occidentaliser la Russie, la Turquie, pardon. Bien. Alors pourquoi pas, ça c'est le grand dessin, une grande association turco-russe. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a deux ou trois problèmes quand même. C'est que, si vous voulez, premièrement, vu l'eurasisme et vu du Kremlin, la Turquie est encore membre de l'OTAN. Donc elle fait partie du camp occidental. Bien. En 1952, la Grèce et la Turquie ont rejoint l'OTAN. Bon, c'était une Turquie moderniste, occidentalisée, en quelque sorte, hein, qui tenait le haut du pavé. Bon. Une Turquie membre de l'OTAN. Une Turquie, donc, reprenant le rôle de l'Empire ottoman autrefois, qui est de barrer l'Empire russe avant-hier, de barrer l'URSS hier et de barrer la Fédération de Russie aujourd'hui. Bien, les détroits turcs. Hein. Bon. Bien. Et en même temps, donc, comme l'URSS a éclaté et que des républiques turcophones sont apparues de l'Azerbaïdjan à l'Asie centrale, bon, il y avait toute une politique pan-turque que les Turcs ont tenté. Vous voyez, donc, faire basculer les peuples turcophones, les faire basculer du giron russe au giron turcique. Bon, ça a échoué parce que la Turquie, c'est le troisième point, donc la Turquie, elle se réislamise depuis une bonne trentaine d'années et Erdogan symbolise cela. La Turquie, elle se réislamise, la Turquie, elle retrouve avec Erdogan la voie ottomane ou néo-ottomane. Or, justement, de l'Azerbaïdjan à l'Asie centrale, bien sûr, ce sont des pays musulmans, à majorité musulmane, qui ont rejoint l'OSCI, l'Organisation de la coopération islamique.
Mais ces pays-là, ils ont connu ou subi 70 ans de soviétisme. Et donc 70 ans, je dirais, de désislamisation, même si en 1943, figurez-vous, que l'islam soviétique a été organisé. Bon, pour faire pièce notamment à l'avance allemande. Bien. Il y avait des musulmans, je rappelle, en Crimée et au Caucase. Et les Allemands essayaient de les retourner. Bon, peu importe. En même temps, pour complaire aux anglo-saxons, le pouvoir soviétique a voulu montrer que l'URSS n'était plus totalitaire, n'était plus anti-religieuse. Et donc, on a organisé le judaïsme, on a organisé les églises slaves, on a organisé les églises orthodoxes, on a organisé aussi l'islam soviétique. Bon. Mais nonobstant, de l'Azerbaïdjan à l'Asie centrale, il y a quand même un islam très tiède, si vous voulez. Il y a quand même une désislamisation quelque part. Hein. Ce n'est pas les plus fervents islamiques en Asie centrale. Hein. Les républiques créées par Staline dans les années 1920-1930 se sont cristallisées. Ce sont des républiques nationales, kazakhs, turkmènes, ouzbeks, kirghizes. Les Tadjiks, je vous rappelle, les Tadjiks, eux, ils sont de langue persanophone, ils sont de langue persane. Bon. Donc, quelque part, la Turquie n'a pas tellement mordu en Asie centrale. A été créée l'agence de coopération turcophone, l'ACT. Bon, il y a eu des tentatives pour attirer vers la Turquie donc, ces pays d'Asie centrale. Mais ça a largement échoué. De nos jours, l'Asie centrale, donc de langue turque, hein, turcophone, ces deux débouchés portuaires, c'est toujours Saint-Pétersbourg et, depuis une année, Shanghai. L'Asie centrale, elle connaît une espèce de condominium sino-russe, ce qui montre un certain recul russe et une certaine avancée chinoise, d'ailleurs, au fait. Bon. Mais la Turquie ici n'a pas tellement mordu. Bon. Et donc, Erdogan, disais-je, figure néo-ottomane, bon, il s'est détourné de l'Asie centrale. Il s'intéresse davantage, vous voyez un petit peu son champ d'activité à Erdogan depuis quelques années. Hein. La Turquie a monté démographiquement, économiquement, et maintenant arrivent les conséquences politiques et militaires. La Turquie est une puissance. Vers où se tourne-t-elle? Vers les contrées de l'ancien empire ottoman, vers la Grèce, vers la Libye, vers la Syrie. D'accord? Bien. Et donc, elle remet au goût du jour, un certain sunnisme. La Turquie est en concurrence avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran, pour le leadership pan-islamique. Bon. Erdogan et Poutine se sont entendus il y a quelque temps. Bon, depuis le coup d'État de 2016, le faux coup d'État de 2016, il y a un rapprochement entre le Kremlin et Ankara. Mais quelque part, ce rapprochement, pour moi, à mon humble avis, ça restera un peu superficiel. Bien sûr que Erdogan et Poutine font pièce au droit de l'hommisme à l'occidental. Ça, ils ont horreur de ça. Hein. Quand l'Occident parle de droit de l'homme, ils ont horreur de ça. Bien. Et Poutine, il voudrait que la Turquie rompe avec l'Occident. Bon, bien sûr, qu'il joue là-dessus. Bon. Mais je crois que, dans le fond des choses, l'antagonisme restera le plus fort. Bon, la Russie ne peut pas ne pas soutenir au moins un peu les Arméniens, les Grecs. Bon, la Russie ne peut pas tolérer un sunnisme turbulent parce que ça pourrait déstabiliser son axe vulnérable du Sud-Caucase à l'Idèle-Oural, qui sont des régions où il y a beaucoup de musulmans. Mais des musulmans intégrés, hein, des musulmans autochtones, il n'y a pas de souci. Mais quand même, il y a un peu de turbulence. Il y a des attentats ici ou là. Il y a aussi la cause tchétchène qui perdure quelque peu, qui agite quelque peu. Bon. Donc, je crois que quelque part, vous comprenez, il y avait antagonisme entre l'ancien empire russe et l'ancien empire ottoman. Et bien, ma foi, une Turquie qui se réottomanise et une Russie qui renoue avec l'orthodoxie. Hein, je rappelle, l'orthodoxie a grand, connaît un grand succès en Russie. Hein. Et c'est pour ça que l'Église orthodoxe russe, forcément, elle regarde avec grand intérêt l'Arménie, la Grèce. Bon. Et donc, quelque part, à mon avis, le rapprochement Erdogan-Poutine, bon, il est d'apparence, je crois, il est intéressant, mais je ne pense pas que ça aille très loin. D'accord? Parce que, donc, si je reviens au point de départ, les Eurasistes rêvent d'une grande association des Slaves et des Turciques. Mais si la Turquie fait encore partie de l'OTAN et en même temps, si elle se réislamise et se réottomanise, eh bien, les Eurasistes, je dirais, ne peuvent qu'être déçus, si vous voulez. Donc, moi, je pense que la Turquie devient inquiétante. Hein, Erdogan nous embête. On pourrait compter au moins implicitement sur la Russie pour calmer le jeu. Mais cela implique que nous-mêmes tendons la main à la Russie.
Hein. Et moi, ce que je déplore, à mon humble niveau universitaire, un simple spectateur, hein, ce que je déplore, c'est qu'on multiplie les adversaires en France. Mais il faut choisir, hein, on ne peut pas être les adversaires de tout le monde. Il faut choisir sur qui ou sur quoi on s'appuie, la Turquie ou la Russie. Je crois que Turquie et Russie, il y a quand même un antagonisme de fond, si vous voulez, qui peut se stabiliser, qui peut être suspendu ici ou là. Hein, pourquoi pas? Il y a des moments où il y a un rapprochement. Mais sur le fond, il y a quand même un clivage. Très bien. Qui dit ennemi dit une perspective de guerre. Qui dit hostilité dit une perspective où le recours à la force armée est possible. C'est contre l'ennemi, la guerre est... C'est ça qui est terrible. Hein. C'est pour ça que le mot ennemi, on ne doit le manier qu'avec de grandes précautions. Alors, conflit militaire de haute intensité, donc effectivement, comme vous, j'ai lu la revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017, actualisée en 2021, et on nous parle de conflits de haute intensité. Bon, et il y aura d'ailleurs la traduction dans le parcours étudié, puisqu'il y aura ce nouvel intitulé d'enseignement. Bon, et c'est très bien. Plutôt que, vous voyez un petit peu le curseur, on était plutôt guerre irrégulière, guerre partisane, et puis maintenant on se déplacerait vers conflit militaire de haute intensité. Bon, autrement dit guerre symétrique, guerre entre États, pourquoi pas même guerre entre grands États. Hein. Alors pourquoi pas? Je suis sceptique parce que Poutine sait jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Tout simplement, je vous rappelle, qu'est-ce qui peut empêcher le conflit militaire de haute intensité? C'est la dissuasion nucléaire. Il y a comme le couvercle nucléaire, hein, quand même. Hein. Allez-vous me dire, j'ai lu avec intérêt et attention la revue de 2017 que je viens de vous dire et son actualisation de 2021. C'est intéressant le concept. On nous dit que nos forces nucléaires doivent épauler nos forces conventionnelles. Autrement dit, empêcher que l'adversaire ne monte trop haut. Donc pourquoi pas l'hypothèse, un conflit aéronaval franco-turc. Imaginez-vous cela, en Méditerranée orientale, en mer Égée, pourquoi pas ailleurs. Bon, alors que nous sommes pourtant communément membres de l'OTAN. Bon, mais pourquoi pas? Bien. Donc, sous-entendu, un conflit aéronaval qui serait limité spatialement et dans l'intensité, parce que si ça monte trop, nos territoires, s'ils sont affectés, on peut jouer de la menace nucléaire. Et nous, on est nucléaire, pas la Turquie. Bon. Alors, mais quelque part, donc, outre, il y a quand même l'Amérique et la Russie pour un peu calmer le jeu. Bon, est-ce que la Russie vise le conflit de haute intensité? La Russie, ce qu'elle veut, c'est l'Union eurasienne. C'est restaurer l'hégémonie pan-russe, y compris sur les franges ouest de l'ex-URSS ou de l'ex-empire russe d'il y a longtemps. Bon. Mais la Russie, elle sait s'arrêter. 2008, dont je parlais, l'armée russe n'a pas foncé sur Tbilissi. Elle se contentait de continuer de protéger les enclaves sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Nord, d'Ossétie du Sud, pardon. Bon, on ne va pas plus loin. Coup de Crimée, évidemment, c'est un coup spectaculaire. Hein. Depuis la base de Sébastopol, les troupes russes sont sorties, ont envahi, occupé la Crimée. Ensuite, donc, référendum, annexion. C'est un coup de force. C'est un coup de force illégal au regard du droit international, mais que l'on peut estimer légitimé par, franchement, en toute honnêteté, sans la moindre polémique, hein, le gros des Criméens est ravi d'avoir été transféré à la Russie. Bon, je rappelle qu'autrefois, avant 1954, la Crimée était russe. Hein. C'est Khrouchtchev qui a rattaché la Crimée de la RSFSR à la RSSU, Ukraine. Bon, la Crimée, c'était russe. Bon. Donc, quelque part, on peut toujours épiloguer illégalité, mais légitimité. Bon, peu importe. Bien. Mais à nouveau, le conflit avec l'Ukraine sur les provinces orientales. Mais qu'est-ce qui se passe? L'armée russe ne fonce pas sur Kiev. Conflit avec les pays baltes. L'armée russe ne fonce pas sur Tallinn. Pourtant, bon, même à l'époque où ces pays n'étaient pas membres de l'OTAN, étaient faibles et sont encore faibles militairement, où il y a de grosses minorités russes. La Russie, elle ne fonce pas militairement. L'armée russe ne fonce pas sur Tallinn, ne fonce pas sur Kiev, ne fonce pas sur Tbilissi. Pourquoi? La crainte de rétention occidentale, peut-être. Pourquoi pas la dissuasion occidentale, qui sait, la crainte d'une escalade? La Russie, c'est 2% de la richesse mondiale.
D'accord? Bon, c'est une puissance militaire de très haut vol, hein, terre, mer, air, EEA et cyber, j'entends bien. Mais l'Amérique aussi est une puissance militaire de très haut vol. Et puis, bon, derrière la Russie, il y a l'ami chinois. Mais enfin, l'ami chinois, bon, un condominium en Asie centrale. L'ami chinois, certes, mais enfin, en Extrême-Orient russe, bon, il y a une immigration chinoise peu contrôlée. Il y a 100 millions de Chinois au nord, au sud de l'Amour, et il y a à peine 6 millions de Russes de l'autre côté. Donc, bon, faut quand même être prudent, quoi, si vous voulez. Le peuple russe, c'est un peuple vaillant qui a souffert, mais je ne vous dis pas au XXe siècle, mais c'est vertigineux. Hein. La guerre de 30 ans du XXe siècle, 1445, s'est déroulé là-bas, hein, entre Allemagne et Russie, hein, de la mer Baltique à la mer Noire. Ça a bardé terrible là-bas. Ils ont senti du sacrifice là-bas. Mais enfin, quand même, depuis bien longtemps, ils sont habitués à un certain niveau de vie. Bon, ils sont vieillissants. L'expédition afghane, pour eux, c'est un très mauvais souvenir. Le soutien aérien à la Syrie, ils n'aiment pas ça. Hein. Poutine a fait ça malgré l'impopularité. Hein. Des Russes, donc le forum Russie-Afrique, des Russes, agents publics ou agents privés, en Centrafrique ou ailleurs pour combattre les djihadistes ou faire pièce à la France pour lui apprendre à ne pas respecter la sphère d'influence russe sur les franges ouest. Bon, c'est pas populaire, hein. C'est pas populaire en Russie. Hein. Bon. Donc je crois que Poutine, c'est un homme d'État, Poutine, bon, il sait jusqu'où ne pas aller trop loin. Bon. Ce qu'il veut, c'est l'Union eurasienne. Est-ce qu'il y arrivera? Ben, je ne sais pas, c'est possible, il y a un bras de fer, il est possible qu'il finisse. Pourquoi? Bon. Mais je dirais que la Russie, puissance mondiale, horizon mondial, bien sûr, mais je crois que la Russie a avant tout des desseins régionaux. C'est l'Union eurasienne, j'en suis persuadé. Bon. Mais là, pour faire pièce à l'Occident, pour montrer que la Russie, ça compte, bon, bah, donc la Russie, elle fait le forum Russie-Afrique. La Russie, elle se réimplante en Algérie, au Venezuela. Mais quelque part, bon, moi, je compare sur la longue durée. Hein, vous comparez Fédération de Russie et URSS. L'URSS était pleinement une puissance mondiale, y compris au plan aérien et naval. Je vous rappelle les spectaculaires ponts aériens soviétiques vers la Syrie, vers l'Éthiopie, vers l'Angola. Vous vous rendez compte, à l'autre bout du monde. Hein, et l'universalisme de l'URSS. Est-ce que la Russie est universaliste? Est-ce que la Russie est attractive idéologiquement? Oui, un peu. En Europe, du côté de la gauche alternative ou de la droite populiste, il y a des gens qui aiment la Russie. Pourquoi pas? Elle est attractive, la Russie. Mais bon, autrefois, il y avait des partis communistes qui avaient une allégeance à l'Union soviétique. Le temps où Torres disait « tout homme a deux patries, tout travailleur a deux patries, la sienne et l'URSS ». Vous connaissez quelqu'un qui dise à ce jour « tout homme a deux patries, la sienne et la Russie » ? Non, je ne crois pas que la Russie veuille du conflit militaire d'haute intensité. Et bon, mais c'est sûr que, attention, hein, moi je suis pour l'amitié avec la Russie. Bon, mais avec la Russie, il faut un rapport de force. Hein. Si les Russes perçoivent les Occidentaux comme des gens qui vont tout laisser tomber, il y aura les chars russes peut-être à Kiev ou à Tbilissi. Tant qu'on montre qu'on est capable quand même de tenir la dragée haute, il n'y aura pas de chars russes à Tbilissi ou à Kiev. Bon. Donc, quelque part, je crois que Poutine sait jusqu'où ne pas aller trop haut ou trop loin. C'est pas un furieux.